Bismillahirrahmanirrahim wa salatu wa salam ala rasulillah. Dans cette vidéo, nous allons présenter la troisième partie du premier chapitre portant sur les notions de base et les outils mathématiques de la mécanique classique. Nous discuterons en particulier du calcul vectoriel et des torseurs qui sont les éléments de base des calculs sous-jacents à la modélisation des systèmes mécaniques dans le cadre de la mécanique classique. Le développement mathématique sous-jacent aux différentes théories de la mécanique classique se base essentiellement sur le calcul vectoriel développé dans cette section. De nombreuses grandeurs physiques comme la vitesse, l'accélération, quantité de mouvement, les forces, les moments peuvent être représentées par des vecteurs. L'écriture des équations de mouvement par l'approche newtonienne est essentiellement vectorielle par opposition à l'approche de Lagrange qui est scalaire. L'élément clé des calculs développés est le vecteur qui peut représenter, comme on l'a dit, différentes grandeurs physiques. Il peut subir des opérations de type addition, produit scalaire ou produit vectoriel. La manipulation du vecteur peut être faite directement sur le vecteur, comme elle peut être faite à travers l'outil torseur qu'on développera plus loin. Commençons d'abord notre présentation par l'étude des vecteurs. Un vecteur V, noté généralement V en lettres gras ou avec la lettre V qui porte une flèche, est un élément d'un espace vectoriel qui est défini par sa direction. La direction dénote la droite D qui le porte, c'est la droite support. Le sens, il représente l'orientation, origine, extrémité. Si par exemple on définit deux points A et B, par exemple, dans ce cas-là, le vecteur en bleu qui est ici, il est orienté de A vers B. Donc, il est représenté, le vecteur, par une flèche à une direction donnée, correspond donc deux sens. Donc, il y a le sens positif qui coïncide avec le sens de la flèche et le sens négatif et le sens inverse. On définit également le module du vecteur qui indique l'amplitude ou la grandeur représentée. Il est appelé également intensité, grandeur ou norme et peut être noté tout simplement V ou la valeur absolue de V avec la flèche ou avec deux barres, donc c'est module de V. Les vecteurs sont des outils de modélisation utilisés pour représenter les positions, les vitesses, les axes mécaniques et diverses grandeurs. Si l'on considère donc un espace vectoriel euclidien de dimension 3, doté d'une base orthonormée directe IJK, le vecteur est dans ce cas-là défini dans cet espace 3D par ses coordonnées algébriques x, y, z, suivant la relation suivante. Donc V est égal à x fois i plus y fois j plus z fois k. Donc x, y, z sont les composantes du vecteur V. Dans ce cas-là, le module du vecteur V est la racine carrée de x au carré plus y au carré plus z au carré. Dans le cas de D, il suffit de supprimer la troisième composante pour avoir les bonnes relations. On définit un vecteur libre comme étant un ensemble ordonné de trois nombres appelés composantes du vecteur. Il est donc défini par sa direction, son sens et sa longueur. Sur la figure, on a représenté
trois vecteurs A, B, C, D et EF qui sont en fait les représentants du même vecteur V. Le vecteur de l'accélération de pesanteur G est un exemple du vecteur libre. Un vecteur glissant ou glisseur est défini comme étant un vecteur libre assujetti à rester collinéaire à une droite delta définie. C'est un vecteur libre sur la ligne d'action delta. Sur cette ligne d'action delta, on a par exemple les vecteurs représentants A, B, C, D qui représentent le vecteur glissant V. En outre, on définit un vecteur lié ou pointeur comme étant un vecteur représenté par un ensemble de trois scalaires ou trois nombres ayant un point d'application, une origine. Comme ici sur cette figure-là, la position A du point d'application du vecteur est complètement définie sur la droite support D, qui est sa ligne d'action. C'est un vecteur glissant avec un point d'application. Les moments sont un exemple d'application du concept du vecteur lié couramment utilisé en mécanique classique. Par ailleurs, on dit que deux vecteurs V1 et V2 sont collinéaires lorsqu'il existe un nombre réel K tel que V1 est égal à K fois V2. Les vecteurs équivalents sont des vecteurs ayant leur ligne d'action parallèle et ayant le même sens, donc même direction et même module. Les vecteurs opposés les vecteurs opposés ont des lignes d'action parallèles, les modules sont les mêmes, mais les sens sont contraires. Les vecteurs réciproques sont des vecteurs opposés sur la même ligne d'action. Enfin, les vecteurs concurrents sont des vecteurs qui passent par un point commun. Ces notions sont importantes dans le calcul vectoriel sous-jacent à l'étude des systèmes mécaniques à l'équilibre ou en mouvement. La première opération qu'on va voir est celle de la sommation des vecteurs. Étant donné deux vecteurs V1 et V2 de même nature, qui sont représentés ici sur cette figure-là, ils peuvent être additionnés pour former un nouveau vecteur V1 plus V2. Cette sommation peut être effectuée en utilisant le parallélogramme de construction, comme on le voit ici, ou par le biais du triangle de construction, comme illustré sur la figure B. Par ailleurs, la différence entre les deux vecteurs V1 et V2 peut être ramenée à une addition, comme on le voit sur la figure C. Pour cela, il suffit d'inverser le vecteur V2. Donc, on va construire le vecteur moins V2 et on va faire une addition algébrique des deux vecteurs. Algébriquement, dans une base cartésienne, la somme de deux vecteurs x1 et x2 se ramène à une addition algébrique des composantes. Ainsi, si le vecteur grand X1, ses composantes dans la base IJK sont x1, y1, z1, et le vecteur grand X2, ses composantes dans la base IJK
sont x2, y2, z2, alors l'addition des deux vecteurs x1, x2 se ramène à la sommation algébrique composante par composante pour obtenir enfin les composantes du vecteur résultant x1 plus x2, y1 plus y2 et z1 plus z2. Donc la sommation des vecteurs est la base du calcul des résultantes des forces et des moments en mécanique rationnelle. Cette opération doit se faire dans les bases de référence choisies et qui doit être commune aux vecteurs mis en jeu dans le calcul de la sommation. Donc il faut se référer à la même base pour pouvoir faire l'addition. L'opération inverse de l'addition est la décomposition. Par exemple, sur la figure ci-contre, on a montré trois exemples différents de la décomposition du vecteur du vecteur grand F. Donc, on peut le décomposer différemment en deux vecteurs, en la sommation de deux vecteurs P et Q. Donc, on voit qu'il y a plusieurs alternatives qui peuvent mener au même résultat. Donc, après composition des deux vecteurs P et Q, on voit qu'on aboutira sur les figures A, B et C au même vecteur résultant grand F. Donc, au fait, cette opération de décomposition, elle est omniprésente dans les calculs de statique, par exemple, ce qui nous permet de faire la projection des vecteurs force sur plusieurs directions selon le besoin du problème considéré. Donc, un vecteur donné peut être décomposé selon une infinité de façons en deux ou plusieurs vecteurs. Les mêmes techniques peuvent être utilisées pour d'autres grandeurs. Sur le plan pratique, la sommation algébrique possède plusieurs propriétés intéressantes, soit V1, V2, V3, trois vecteurs sur lesquels on veut réaliser des opérations d'addition. Dans un premier temps, on parle de la propriété de commutativité par rapport à l'addition vectorielle. En effet, V1 plus V2 va être égal à V2 plus V1. Donc, sur cette figure-là, par exemple, on a d'abord réalisé la somme vectorielle de V1 plus V2. Donc, on va aboutir à ce vecteur en bleu. Ce même vecteur en bleu peut être obtenu en additionnant V2 avec V1. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a ramené au point A d'abord le vecteur V2 et on lui a ajouté dans le triangle de construction le vecteur V1. On aboutira au même résultat. Deuxième propriété, c'est l'associativité par rapport à l'addition. Donc, si on veut faire la résultante de V1, V2, V3, donc on a l'alternative, soit on additionne V1 plus V2 d'abord, et le résultat, on le rajoute à V3, ou on fait d'abord la résultante de V2 plus V3, dans le résultat, on va le rajouter avec V1. Donc cette opération est illustrée sur ces figures-là. Donc on a les différentes combines qui vont nous ramener au même vecteur résultant. D'accord? Donc cette alternative ou ces alternatives sont intéressantes à connaître sur le plan pratique pour résoudre les problèmes de calcul des résultats des vecteurs, particulièrement lors de la résolution des problèmes de la statique. Donc il y a d'autres propriétés intéressantes, par exemple l'associativité pour la multiplication par les scalaires, la distributivité par rapport aux scalaires en termes d'addition et de multiplication scalaire. Enfin, il est utile de se rappeler de quelques règles trigonométriques qui peuvent s'appliquer dans un triangle quelconque. Ce sont des relations qui peuvent être utiles lors de la réalisation de la construction dans un parallélogramme ou dans un triangle. En effet, si on a un triangle dont les côtés sont définis par les distances A, B et C, les angles du triangle sont petit a, petit b, petit c. Dans ce cas-là, on peut écrire que, par exemple, C, il est égal à la racine carrée
de a au carré plus b au carré moins 2 fois AB cosinus C. En outre, on a la cote A divisée par sinus l'angle A est égale à la cote B divisée par sinus l'angle B est égale à la cote C divisée par sinus l'angle C. Voici un exemple d'application de l'addition vectorielle pour calculer la résultante FR de deux forces F1 et F2 qui sont appliquées sur un vis à œil selon deux directions différentes. F1 est de module de 100 newtons, orienté selon un angle de 15 degrés par rapport à l'horizontale, et F2 possède un module de 150 newtons et orienté par rapport à la verticale selon un angle de 10 degrés. Le calcul de FR peut être fait en utilisant le parallélogramme de construction, comme illustré sur cette figure-là, comme il peut être peut être réalisé en utilisant le triangle de construction, comme illustré sur cette deuxième figure. Le résultat, il est le même. On va obtenir une force FR dont le module est 213 newtons. Et son orientation par rapport à l'horizontale, elle est définie par le biais de l'angle θ qui vaut 39,8 degrés. Donc attention, c'est l'angle que fait la diagonale ici par rapport au premier vecteur F1. Par contre, l'orientation phi du vecteur par rapport à l'horizontale, ça sera θ plus 15 degrés. On passe maintenant à l'opération du produit scalaire. Le produit scalaire est une opération entre deux vecteurs dont le résultat est un scalaire. Le produit scalaire de deux vecteurs V1 et V2, défini par leurs composantes cartésiennes x1, y1, z1 et x2, y2, z2, est un nombre algébrique qui peut s'exprimer dans la base de référence sous deux formes différentes. Ainsi, V1 scalaire V2 va être égal à x1, x2 plus y1, y2 plus z1, z2. Comme il peut être calculé, ce produit scalaire comme étant le module de V1 fois le module de V2 fois cosinus l'angle que fait V2 avec V1. Rappelons que le module de V1 égale à la racine carrée de x1 au carré plus y1 au carré plus z1 au carré, et le module de V2, il est égal à la racine carrée de x2 au carré plus y2 au carré plus z2 au carré. Sur cette figure-là, on a représenté les deux vecteurs V1 et V2, mais dans un cas particulier qui dénote un vecteur V1 unitaire. Donc le module de V1 est égal à l'unité. Donc si on revient à l'expression donnant le produit scalaire V1, V2, et on substitue par V1, module de V1 est égal à 1, on va voir que le produit scalaire va être égal à module de V2 fois cosinus alpha. Sur la figure, ceci représente au fait la projection de V2 sur la droite qui porte le vecteur V1. D'accord? Donc, l'opération du produit scalaire est une opération au fait qui est couramment utilisée lors de la projection d'un vecteur dans une base donnée pour récupérer les coordonnées de ce vecteur dans cette base-là. Donc, il suffit de faire le produit scalaire du vecteur considéré avec les vecteurs unitaires de la base utilisée. Donc, l'angle alpha
qui est défini entre le vecteur V1 et V2 peut être calculé par cette relation. Donc, c'est le rapport entre x1, x2 plus y1, y2 plus z1, z2 et le produit des deux modules de V1 et V2. Donc, ce produit scalaire possède plusieurs propriétés intéressantes qui peut être judicieux dans la pratique de faire appel à ces propriétés. Donc, le produit scalaire est un nombre indépendant de la base considérée. Le produit scalaire est commutatif, cela veut dire que V1 scalaire V2 est égal à V2 scalaire V1 parce que le cosinus alpha, il est égal à cosinus moins alpha. La valeur nulle de ce produit traduit la condition d'orthogonalité des deux vecteurs, donc d'un côté, donc U1 perpendiculaire à V, cela veut dire que U scalaire V est égal à 0. Mais cela n'exclut pas le fait que on peut avoir l'un des vecteurs qui est nul ou les deux ils sont simultanément nuls. Donc c'est des cas à prendre en considération. Il est aussi le distributif par rapport à l'addition. Donc V3 scalaire, donc la somme de V1, V2, peut être calculée comme étant V3 scalaire V1 plus V3 scalaire V2. Si le vecteur V1 est unitaire, alors le produit scalaire présente la projection de V2 sur la direction de V1, chose qu'on a illustrée sur cette figure-là, et la dérivée par rapport au temps d'un produit scalaire, comme ici par exemple la dérivée par rapport au temps de V1 scalaire V2, il est égal à la dérivée par rapport au temps du premier vecteur V1 scalaire V2 plus V1 scalaire la dérivée par rapport au temps de V2. Par ailleurs, dans une base orthonormée directe comme celle-ci, donc EX, EY, EZ, elle est conditionnée par ces 6 relations. Donc on a EX scalaire EX est égal à 1 et EX scalaire EY est égal à 0. En outre, on a EY scalaire EY est égal à 1 et EY scalaire EZ est égal à 0. EZ scalaire EZ est égal à 1 et EZ scalaire EX est égal à 0. Donc le premier ensemble qui nous donne la valeur 1, ça dénote la propriété d'avoir des vecteurs unitaires de base unitaire. Et ce deuxième sous-ensemble qui nous donne un produit scalaire, ça en relation avec la propriété d'orthogonalité des vecteurs de la base considérée. On va aborder maintenant deux exemples d'application du produit scalaire. Le premier exemple concerne la recherche des projections du vecteur f sur deux directions u et v. La première direction u fait un angle 45 degrés avec la force F et la deuxième direction V fait un angle 15 degrés avec la force F. Donc pour cela, il faut faire appel à la relation qu'on a évoquée tout à l'heure qui disait que la recherche de la projection d'un vecteur sur une direction donnée consistait tout simplement à faire le produit du module du vecteur fois cosinus l'angle cerné entre ce vecteur et la direction sur laquelle on veut projeter. Donc, selon U, on va avoir le module de la force F qui est de 100 newtons, scalaire cosinus 45 degrés, ce qui nous donnera 70,7 newtons. Pour la projection le long de V, on va avoir 100 cosinus 15 degrés, ce qui nous donnera 96,6 newtons. Comme deuxième exemple, il s'agit de déterminer l'angle entre deux vecteurs V1 et V2 dans un espace orienté dans la base de référence est X, Y et Z. Le vecteur V1 est défini comme étant le vecteur AB avec A, c'est le point de coordonnées 1, 3, 8 et B, c'est le point de coordonnées 6, 7, 8. Pour retrouver l'angle entre ces deux vecteurs, il est possible donc de faire appel
à l'expression du produit scalaire des deux vecteurs, V1, V2. Donc, le produit scalaire V1, V2, c'est le module du premier, scalaire le module du deuxième, scalaire cosinus l'angle cerné entre V1 et V2. Mais avant cela, il faut calculer les composants du vecteur V1 à partir des coordonnées des deux points A et B. Tout calcul fait, on va trouver que V1 va avoir les coordonnées 5 le long de X et 4 le long de Y. Par contre, on a un 0 le long de IZ. La recherche de l'angle va être faite en utilisant donc la relation qui donne cosinus alpha ou θ ici qui désigne l'angle entre V1 et V2. C'est l'inverse du cosinus, donc c'est arc cosinus, V1 scalaire V2 divisé par le module de V1 et V2. Tout calcul fait, on va avoir que le rapport est nul. L'arc cosinus de 0 va nous donner donc pi sur 2. On passe maintenant au troisième exemple. La structure de la figure est soumise à une force F 300 newtons le long de l'axe Y. Il s'agit de trouver la projection de cette force F sur le segment AB ainsi que la composante perpendiculaire à AB. Pour cela, il faut d'abord calculer le vecteur unitaire du segment AB. On définit alors le vecteur RB comme étant le vecteur AB. Donc le calcul du vecteur unitaire du segment AB peut se faire comme étant UB, ce dernier égal au vecteur RB divisé par le module de RB. Donc le vecteur RB peut être obtenu en utilisant les coordonnées des deux points A et B. Comme A est l'origine du repère, donc ses coordonnées sont nulles. Par contre, le point B, ses coordonnées se définissent à partir des dimensions rapportées sur la figure. Donc on a le long de X, les coordonnées de B c'est 2 mètres, le long de Y, les coordonnées de B sont 6 mètres, le long de Z, on a la coordonnée de B, elle est de 3 mètres. Ce qui nous permet d'écrire que UB, il est égal à cette quantité, donc d'où l'expression du vecteur unitaire UB. Une fois qu'on a connu UB, il est facile maintenant de calculer la projection de la force F le long de la direction AB, donc le long du vecteur unitaire UB. Donc, on a les composants du vecteur unitaire UB et on a les composants cartésiens de la force F. Donc, il suffit de faire le produit scalaire F scalaire UB qui est en même temps égal au module de F cosinus l'angle θ, mais l'angle θ, elle est inconnue. Donc, on va se rabattre sur F scalaire UB moyennant les composantes cartésiennes. Donc, ce qui va nous donner cette expression. Une fois le calcul réalisé, donc on va retrouver que la projection de F sur la direction AB, qui va nous donner le module du vecteur FAB, elle est égale à 257,1 newton. Par ailleurs, le vecteur FAB va être égal au module du vecteur qu'on vient de calculer, donc 257,1 newton, multiplié par le vecteur unitaire UB qu'on a calculé dans une première étape. Donc cela va nous permettre de définir complètement le vecteur FAB, donc comme étant cette expression-là. Pour déduire le vecteur FT qui est perpendiculaire à la force FAB, on sait très bien que la force F est la résultante de FAB et de la composante FT. Donc on peut déduire FT par soustraction. Donc on va dire que F perpendiculaire à FAB, elle est égale à la résultante F moins FAB. Et donc tout calcul fait, on va avoir cette relation-là. Donc à travers cet exemple, nous avons pu avoir les deux composantes donc collinéaire FAB avec le segment AB, ainsi que la composante perpendiculaire FT au segment AB. Ces deux composantes sont intéressantes dans le calcul de notre structure mécanique. On passe maintenant à l'opération du produit vectoriel.
le produit vectoriel de deux vecteurs V1 et V2 qu'on voit ici sur la figure et le vecteur W qu'on peut noter de deux façons différentes comme indiqué ici. Donc ce vecteur W, il est défini tel que sa direction, donc la ligne qui le porte, elle est orthogonale au plan défini par les deux vecteurs V1 et V2. Son sens peut être déterminé par la règle de la main droite. Il est tel que le vecteur V1, V2 et W constitue un trièdre direct. Enfin, le module du vecteur W peut être calculé par la relation suivante. Module de V1 fois le module de V2 fois sinus l'angle alpha défini par les deux vecteurs V1 et V2. Ce module-là du vecteur W correspond au fait à la surface du parallélogramme défini par les deux vecteurs V1 et V2. Le produit vectoriel des vecteurs unitaires d'une base orthonormée directe, E1, E2 et 3, est défini de telle façon qu'on tient compte de l'ordre des permutations directes dans cette base-là. Si par exemple, on calcule E1 vectoriel E2, donc c'est un produit vectoriel qui respecte l'ordre de la permutation, on va avoir E3, donc on a un signe positif. Par contre, si on change l'ordre des deux vecteurs E1 et E2, donc E2 vectoriel E1, on va avoir moins E3. Donc, le produit vectoriel, il est non commutatif. Par ailleurs, si on prend deux vecteurs identiques, E1 ou E2 ou E3, et on calcule E1 vectoriel E2, donc on va avoir le produit vectoriel qui est nul. Ça dénote que le sinus de l'angle alpha, il est nul, car alpha égale à 0. Donc, comme ça, le produit vectoriel reproduit les caractéristiques d'orthogonalité et de normalité qu'on a dans une base d'un référentiel donné. En fonction des composants des vecteurs V1 et V2, on peut également définir le produit vectoriel. Donc, on a la propriété de distribution du produit vectoriel par rapport à la sommation qui nous permet de faire cette distribution facilement et en tenant compte des propriétés du produit vectoriel dans une base orthonormée directe, on va aboutir à ces résultats-là. Donc, la première composante le long de I, on va avoir Y1 Z2 moins Z1 Y2. Le long de la composante J, on va avoir Z1 X2 moins X1 Z2. Et le long de la troisième vecteur de base qui est K, on va avoir X1 Y2 moins Y1 X2. Ce résultat peut être obtenu en utilisant la notation matricielle qui est généralement plus simple à mettre en œuvre. Donc, qu'est-ce qu'on va écrire? Pour calculer le vecteur W, on va constituer la matrice ci-contre. La première ligne, elle est définie par la base de référence. Ici, c'est IJK. La deuxième ligne qu'on va écrire, elle correspond au fait aux composantes du vecteur V1. Donc, on a X1, Y1, Z1. Enfin, la dernière ligne, elle correspond aux composants du vecteur V2. Le développement doit être fait par rapport à la première ligne. Il ne faut pas oublier que on a pour le premier déterminant qui correspond à I, donc il y a un signe positif ici, donc le déterminant de cette sous-matrice-là qui va nous donner automatiquement cette première composante. Le développement par rapport à J, n'oubliez pas, il y a le signe moins
qu'on doit rajouter. Il prend en considération cette sous-matrice, on a x1, x2 et z1, z2. Son développement va nous donner cette composante-là. Enfin, la troisième composante, c'est par rapport à K. Et on a cette sous-matrice, x1, x2, y1, y2. Son déterminant va nous donner cette valeur-là. Une dernière possibilité qu'on va introduire pour calculer le produit vectoriel est en utilisant la matrice du préproduit vectoriel. En effet, si on veut calculer le produit vectoriel V1 vectoriel V2, on définit la matrice du préproduit associé à V1 qu'on va noter étoile V1 ou on peut la noter comme V1 chapeau ici entre deux crochets. C'est une matrice antisymétrique où la diagonale c'est 0, 0 et puis les termes extra-diagonaux sont distribués de la façon ci-contre. On voit très bien qu'il y a une antisymétrie entre les composantes. Enfin, pour effectuer le produit vectoriel V1 vectoriel V2, on écrira comme suit. Donc, la matrice du préproduit V1 fois V2, ça va nous donner cette matrice-là fois le vecteur x2, y2, z2. Et le résultat, une fois développé, correspond exactement au résultat qu'on a vu précédemment. Voyons de près les propriétés essentielles du produit vectoriel. Le produit vectoriel de deux vecteurs collinéaires qui sont parallèles est nul car l'angle alpha cerné entre les deux vecteurs est égal à 0 et donc le sinus de 0 donne 0. Le produit vectoriel est anticommutatif. Cela veut dire que V1 vectoriel V2, il est égal à moins V2 vectoriel V1. Cette propriété peut être vérifiée en appliquant la règle de la main droite comme illustré sur ces deux figures-là. Par ailleurs, le produit vectoriel est non associatif, donc V1 vectoriel V2 puis vectoriel V3 est différent de V1 vectoriel entre parenthèses V2 vectoriel V3. En outre, le produit vectoriel est distributif par rapport à l'addition. Donc, si on a à calculer V1 vectoriel entre parenthèses V2 plus V3, on peut le faire en calculant d'abord V1 vectoriel V2 et en additionnant le résultat à V1 vectoriel V3. En fait, la notion du produit vectoriel permet en mécanique classique d'introduire la notion de moment qui est fondamentale et permet d'aborder les problèmes de la statique et de la dynamique. Par exemple, soit un vecteur V ayant comme point d'application, comme indiqué sur la figure ici, le point A. Donc c'est un point quelconque du support delta. Le moment de ce vecteur par rapport au point O, noté MO, qu'on voit ici en rouge, il est défini par la relation MO qui est égale à OA vectoriel V, comme illustre la figure. Donc, on voit très bien que le vecteur MO est perpendiculaire au plan formé par les deux vecteurs V et le vecteur OA. De même, le moment de ce vecteur par rapport à un autre point P noté MP peut être déterminé de la même façon. MP est égal à PA vectoriel V. La relation de transport se définit entre MO et MP comme suit. Donc MO est égal à OP plus PA. Cela veut dire qu'est-ce qu'on a fait ici? On a appliqué la relation de Schall. Donc on a écrit OA par l'intermédiaire du point P. Donc, vectoriel, tout cela, vectoriel V. Donc, la distribution du produit vectoriel par rapport à la somme nous permet d'avoir cette quantité-là. Et comme nous avons dit que MP est égal à PA vectoriel V, donc on peut introduire MP. Donc, MO est égal à MP plus OP vectoriel V. C'est la relation de transport des moments. À noter que si le point P appartient à la droite delta support du vecteur V,
on va avoir systématiquement PA vectoriel V, car P et A, il est parallèle ou collinéaire à V. Donc, on va avoir un 0. Ainsi, le moment au point O est indépendant de la position du vecteur V sur son support. Donc, c'est la notion du glisseur. Arrivé à ce stade, on peut définir c'est quoi un couple. On appelle couple tout système de vecteurs dont le vecteur résultant est nul et le moment résultant est non nul. Et l'on résulte que le moment d'un couple est indépendant du point où on le calcule. On écrira que MA est égal à MB est égal à M. En fait, l'origine du mot couple vient des propriétés du système formé par l'ensemble des deux vecteurs considérés. Par exemple, si on prend les deux vecteurs liés, au niveau des points A1 et A2, au niveau de A1, on a F1 et au niveau de A2, on a moins F1 comme illustré sur la figure. Donc, on voit bien que la somme des deux vecteurs, donc F1 et moins F1, va nous donner le vecteur nul. Par ailleurs, si on calcule le moment au niveau d'un point A quelconque, on doit faire l'opération suivante. Donc, MA est égal à A1 vectoriel F1. Par contre, pour le point A2, on a A2 vectoriel moins F1. Donc, ce moins qu'on voit ici va être utilisé pour inverser l'ordre de A à 2. Donc, on va avoir A2A, ce qui va nous permettre donc d'aboutir à cette relation. On va avoir directement le moment en A va être égal à A2A1 vectoriel F1. Et donc, on va retrouver directement que le moment en A, en un point quelconque, A, il est tout simplement égal au module de F1 fois la distance D, la plus courte entre les deux vecteurs, fois le vecteur EZ. EZ, il est perpendiculaire au plan de la figure. Et D, normalement, c'est A1, A2, sinus l'angle alpha qu'on a ici. Donc, sur la base des opérations vectorielles, produits scalaires et produits vectoriels, on peut maintenant introduire les opérations suivantes. D'abord, le produit mixte, on peut définir pour trois vecteurs V1, V2 et V3. Ce produit mixte est noté comme suit. Donc, on met les trois vecteurs entre parenthèses séparés de virgules. Donc, le résultat est un scalaire dont la valeur est V1 vectoriel V2 entre parenthèses scalaire V3. Ce produit mixte est invariant par permutation circulaire directe. Donc, on peut changer l'ordre, comme vous voyez ici, au niveau des indices. Donc, les vecteurs, et on va obtenir le même résultat. Donc, le produit mixte peut être calculé en utilisant la technique du déterminant. Donc, il suffit de mettre les trois vecteurs V1, V2 et V3 dans une matrice et calculer son déterminant. Donc, la première colonne correspond au vecteur V1, la deuxième colonne correspond au vecteur V2 et la troisième colonne correspond au vecteur V3. La valeur absolue du produit mixte représente au fait le volume du parallélépipède défini par les trois vecteurs. Par exemple, ici, on a pris les trois vecteurs U, V et W. Dans ce cas-là, le produit mixte, donc U vectoriel V scalaire W, désigne le volume de ce parallélépipède. Enfin, on peut définir le double produit vectoriel des trois vecteurs V1, V2 et V3 comme étant le vecteur défini par la formule de Gibbs qui s'écrit de la façon suivante. V1 vectoriel entre parenthèses V2, V3 égale d'un côté le vecteur V2 dont le coefficient c'est le produit scalaire V1, V3 moins V3 dont le coefficient est le produit scalaire V1 par V2.
Attention, donc ce double produit vectoriel possède cette propriété V1 vectoriel, V2 vectoriel, V3, donc plus V2 vectoriel, V3 vectoriel, V1, plus V3 vectoriel, V1 vectoriel, V2. Donc si vous constatez bien, on a ici des permutations directes des indices des vecteurs. Donc la sommation de ces trois produits va nous donner le vecteur nul. On arrive maintenant à la dernière partie de ce chapitre qui porte sur les torseurs. Pour l'aborder, il faut d'abord définir la notion de champ de vecteur. Un champ de vecteur ou champ vectoriel est une fonction qui est associée à chaque point P de l'espace affine epsilon, un vecteur U de l'espace euclidien E qui donc associe pour chaque point P le vecteur UP. L'espace euclidien E est défini généralement par la donnée d'un espace vectoriel sur le corps des réels de dimension finie muni d'un produit scalaire qui permet de mesurer les distances et les angles. Cela soit les deux points P et Q quelconques de l'espace affine pour lesquels on associe les vecteurs UP et U de Q. Si on a l'égalité UP est égale à UQ qui est vérifiée quels que soient les deux points P et Q, alors le champ U est dit uniforme. Par ailleurs, s'il existe un vecteur grand S, tel que U de P est égal à U de Q plus PQ vectoriel S, alors le champ des vecteurs U est dit un champ de moment. En outre, si on a l'égalité UP scalaire P de Q qui est égale à UQ scalaire PQ, alors les deux vecteurs U de P et U de Q ont la même projection sur la direction PQ, alors le champ il est dit équiprojectif. Ces caractéristiques qu'on vient de citer des champs des vecteurs sont fondamentales pour aborder la notion du torseur. Les torseurs sont des outils de modélisation analogues aux vecteurs et ils sont utilisés pour représenter des champs vectoriels correspondant à des actions mécaniques par exemple, des vitesses et diverses autres grandeurs physiques. Un torseur noté comme suit est une entité mathématique définie par ces deux éléments de réduction. Un vecteur libre noté grand R, appelé la résultante du torseur, qui ne dépend pas du point de calcul. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a mentionné vecteur libre. Et on a également un champ de moment grand M, vérifiant la relation de transport. Donc, MA est égal à MB plus AB vectoriel R. Donc, le vecteur MA est appelé le moment au point A du torseur T. Donc, c'est un vecteur lié au point A. Donc, si on change le point de réduction du torseur, on va avoir une autre expression du moment. En ce qui concerne la notation utilisée pour décrire un torseur, on retrouve dans la littérature plusieurs. Donc la première est la suivante. Donc on note avec une lettre le nom du torseur entre deux accolades et on rajoute éventuellement un indice. D'accord? Et puis on va représenter les éléments de réduction à l'intérieur des deux accolades. Donc d'un côté on a la résultante R1, donc l'indice il suit celui qu'on a rapporté en premier lieu. Et après, on a le moment en mentionnant le point de réduction ou le centre de réduction. Donc, le point, il est mentionné également, peut être mentionné à l'extérieur du torseur. En outre, on peut rajouter la base de projection. On retrouve également les écritures suivantes. Donc, on peut écrire le torseur de la façon suivante. Donc, au lieu de que ça soit en colonne, on va l'écrire sous forme de ligne séparée avec un point virgule.
Donc, ça ressemble à la notation qu'on a faite tout à l'heure, sauf qu'on a enlevé l'indice. La forme complète qui représente le torseur, c'est la forme où on décrit les composantes de chacun des éléments de réduction du torseur. Donc, on mentionne dans la base de projection X, Y, Z les trois composantes, aussi bien de la résultante que celui du moment. Donc, la forme compacte consiste à éliminer les vecteurs de l'écriture de la forme complète. Donc, il suffit de porter entre les deux accolades, dans la première colonne, les composantes X, Y, Z de la résultante, et en deuxième colonne, on a les composantes du moment. Donc, ce sont quatre notations différentes qui peuvent être utilisées pour décrire les torseurs, qu'ils soient des torseurs statiques ou torseurs cinématiques. Il faut faire attention aux points de réduction et aux indices utilisés pour rattacher les grandeurs. Alors, au niveau des torseurs spéciaux, on peut citer d'abord le glisseur, et le torseur nul, et enfin le torseur couple. Donc le glisseur, c'est un torseur particulier où le torseur il est caractérisé par un moment nul. Donc c'est un torseur de résultante générale non nulle. Le torseur nul, c'est un torseur tel que les éléments de réduction R et M, tous les deux sont nuls. Enfin, le torseur couple est un torseur non nul dont la résultante est nulle et donc il est appelé torseur couple. On va définir maintenant les différentes opérations qu'on peut réaliser sur les torseurs. D'abord, on définit l'opération d'addition des torseurs. La somme de deux torseurs taux A et taux' B est un torseur taux SA. Dont les éléments de réduction calculés au niveau du point A sont comme suit. La résultante est R plus R', donc on a additionné la résultante des deux torseurs. Et puis le moment du torseur taux S au niveau de A se calcule comme étant MA, donc c'est le moment du premier torseur, plus m'B, donc c'est le moment du deuxième torseur, augmenté de cette quantité AB vectorielle R'. Donc en réalité, pour calculer le moment du torseur résultant en S, il y a la nécessité de faire l'opération du transport du moment du torseur taux' B au niveau du point A. Donc, c'est pour avoir le même point de réduction. La deuxième opération qu'on peut réaliser sur les torseurs est la multiplication par un réel. Si on considère lambda un réel, alors le produit d'un scalaire lambda par le torseur taux va nous donner tout simplement un nouveau torseur dont les éléments de réduction sont lambda R pour la résultante et pour le moment c'est lambda MA. Troisième opération qu'on peut réaliser, le comoment, qu'on définit également comme étant le automoment. Alors on appelle comoment des deux torseurs taux 1A et taux 2A et qu'on note comme suit. C'est le nombre scalaire obtenu à partir des éléments de réduction des deux torseurs taux 1A et taux 2A. Donc attention, les deux torseurs sont ramenés au même point de réduction et qui se calcule donc ce moment comme étant R1 scalaire M2 plus R2 scalaire M1. Un exemple d'application du commandement est dans le cas par exemple de la modélisation des liaisons mécaniques. Si l'on désire modéliser la puissance dissipée au sein de cette liaison mécanique, on fera le commandement du torseur cinématique et du torseur statique. Cela va nous permettre d'estimer la puissance dissipée au sein de cette liaison mécanique.
L'autre opération qu'on peut réaliser entre deux torseurs est l'opération d'équivalence. On dit que deux torseurs sont équivalents si les éléments de réduction des deux torseurs sont les mêmes au niveau du même point de réduction O. Donc il faut ramener les deux torseurs au niveau du même point de réduction et vérifier s'il y a égalité entre les résultantes et entre les moments. La dernière opération qu'on peut évoquer, c'est le calcul de l'axe central. Donc l'axe central d'un torseur est le lieu des points P au niveau desquels le moment résultant est collinéaire à la résultante générale. Collinéaire, cela veut dire ils sont parallèles. Dans ce cas-là, si on introduit un scalaire lambda R, donc l'ensemble des points P qui définissent l'axe central et qui a la propriété cet axe central, c'est d'avoir au niveau de ces points-là le moment minimal, donc peut être défini par cette équation paramétrique A de P qui est égal à R vectoriel MA divisé par R scalaire R plus lambda R. Donc ceci constitue l'équation paramétrique de l'axe central. Je peux rajouter à ce niveau-là qu'on peut définir le pas d'un axe central comme étant le produit scalaire R scalaire MA divisé par le module de R au carré. D'accord? Donc ce sont des grandeurs dans certaines situations qu'on peut utiliser pour modéliser un phénomène mécanique bien déterminé. Pour illustrer mes propos concernant les torseurs, voici deux exemples d'application directe. Au premier exemple, on veut réduire au niveau du point B de coordonnées 3, 2, 0, le torseur grand T dont les éléments de réduction ont été définis au niveau du point A et du repère ou de la base de projection, pardon, x, y, z, comme étant donc pour la résultante moins 2, 4 et 5, et pour le moment c'est 2, 1, A. Donc le point A comme coordonnées, donc 2, 1, 0. Alors, pour cela, afin de réduire ce torseur au niveau du point B, il faut appliquer la relation de transport des moments. Donc on va dire que le moment en B est égal au moment en A plus BA vectoriel R. Donc en faisant cette application numérique, on va avoir les nouvelles composantes du torseur au niveau du point B. Attention, lors de la mise en œuvre du calcul vectoriel, il y a la règle de priorité du produit vectoriel par rapport à l'addition. Comme deuxième exemple d'application, on va considérer dans le repère R, O, X, Y, Z les trois torseurs suivants. Donc T1, T2 et T3. Donc les trois torseurs sont définis au niveau de points différents, O, A et B. Donc on donne les coordonnées de A, c'est 1, 2, 1 et B c'est 3, 0, 1. Donc le point au niveau duquel on doit faire le calcul du torseur de réduction, c'est au niveau du point O qui est l'origine du repère. Alors c'est très simple. La solution de cet exercice va se faire comme celle de l'exemple précédent. Il faut d'abord réduire les torseurs T2 et T3 qui sont définis à l'origine au niveau des points A et B. Il faut les réduire au niveau du point O. Pour cela, il faut appliquer la relation de transport qu'on a vu tout à l'heure ici pour les deux torseurs T2 et T3 pour les ramener au niveau du point O. Alors une fois que cette opération de transport de moment a été appliquée, on va obtenir là les nouvelles composantes de T2 et les nouvelles composantes de T3. Une fois ces donc composantes calculées par le moyen de la relation de transport des moments, il faut additionner composante par composante. Attention, cette opération de réduction au niveau des points de moment, au niveau du point de réduction et qui s'applique en particulier au moment, elle est très intéressante lors de la mise en œuvre de l'étude de statiques de structures mécaniques qui sont soumises généralement à différents torseurs représentant différentes actions mécaniques. Donc c'est une opération très importante qu'il faut maîtriser.